Bienvenue dans Star System. Chaque semaine, on revisite un phénomène de la pop culture et on explore ce qui s'est vraiment passé. Dans cet épisode, pourquoi on adore regarder des riches à la télé. Je suis Samia Miskina et aujourd'hui je reçois Amziane. Bonjour, Ça ravi va d'être là. Hello, bienvenue. Alors tu es humoriste, tu es membre de la troupe du Jamel Comedy Club. D'ailleurs je t'y ai vu il n'y a pas très longtemps, c'était très cool. Oh, bah, merci. Tu joues ton spectacle Sum et Spleen à la Nouvelle Scène. Exactement. J'imagine que ça va reprendre à la rentrée. Ça reprend exactement à la rentrée, Voilà. les mercredis à 21h. Super. Cet épisode sort dans quelques jours au moment où on enregistre. Tu seras un petit peu avec la troupe du Random Comedy Club. Oui, exactement. On joue partout dans le sud, n'hésitez Dans le pas, il sud. reste des places. Je crois qu'il y a, il y a Marseille, c'est sûr, et après il y a plein, Saint-Rémy-de-Provence, etc. etc. Aujourd'hui, vous pouvez voir qu'on est dans un... Si vous nous regardez, en tout cas sur Apple Podcast ou YouTube, on est dans un autre studio. Nous sommes chez Acast. Voilà. Merci à eux pour leur accueil, c'est trop cool. Alors, Amziane, c'est toi qui m'as suggéré le sujet du jour et t'étais bien remontée, en tout cas quand on en a parlé au téléphone. Bah, c'était un paradoxe que j'avais soulevé 3 jours avant, j'avais vu un réel, et quand tu vois un truc, tu sais, tu réfléchis Ça un peu en reste en tête. background, où c'était quelqu'un qui filmait un mur où il était tagué, je crois, Eat the Rich, et juste après, il passait sur, je crois, il y avait comment on appelle ça, une pancarte Dior à côté, et il disait mes deux personnalités. Et je trouve que c'est un énorme paradoxe, Oui. d'aimer autant la mode, les riches, Ouais. etc. Et en même temps, de vouloir une décroissance, d'avoir Bien sûr. un paradoxe que j'ai à l'intérieur de moi aussi. Exactement hein. ce C'est que pas j'allais du te tout, demander. J'imagine que politiquement, à moins que tu nous apprennes un gros truc aujourd'hui, j'imagine que tu te situes plutôt à gauche. Reconquête. Bah, c'est pour ça que je te reçois aujourd'hui d'ailleurs. Voilà. Il faut s'ouvrir à une diversité d'opinions. Oui, et puis la dynamique actuelle en France, il faut la prendre aussi, quoi. On va pas Exactement. rester dans le passé. Mais en même temps, il y a des trucs en toi, tu sens que tu peux être attiré par les belles choses, par des trucs qui coûtent un peu cher, ou même, est-ce que tu as un fond de fascination pour les riches ? Bah, je pense, moi, j'ai aucune fascination pour les riches. D'accord. Même si j'adore regarder les séries. Enfin, je sais pas comment dire, mais dans la vie, je m'en fous complètement. C'est les séries, la romantisation, etc., qui est intéressante. Bien sûr. Parce que c'est certainement pas comme ça dans la vie, même s'il y a des choses objectives. C'est le fait qu'on soit fasciné par des humains qui ont cette richesse, et de savoir comment eux ils vivent. Est-ce qu'ils sont plus heureux que nous? Et ce qu'on découvre peut-être à chaque fois un peu, c'est qu'ils ne sont pas heureux. Exactement. Et donc, qu'on associe immédiatement argent et bonheur. Ouais. Et tu sais, l'argent fait pas le bonheur. Mais je trouve que maintenant, il y a un nouveau paradigme. C'est on dit, il y contribue quand même. On va arrêter de faire croire que l'argent n'y contribue pas. Ok, évidemment que si t'es à la rue Exactement. et que t'as rien, t'as pas de source matérielle pour nourrir ta famille et tout, c'est horrible. Mais je veux dire, Voilà. une fois que t'as ça, c'est pas plus d'argent qui va forcément te rendre heureux, même si ça te permet de faire des activités, etc. Bah, c'est ça, parce qu'il y a des études qui montrent que, en fait, ce truc de l'argent fait pas le bonheur, c'est effectivement complètement con, parce que quand Oui. tu dis quand t'es à la rue, Bien ça sûr. fait une vraie différence. En fait, ça fait une différence jusqu'à un certain point. Et ensuite, plus d'argent ne change pas grand-chose. Genre, tu prends Elon Musk, là, qui est devenu trillionnaire, le premier trillionnaire de l'histoire, Ouais. là, il y a pas longtemps. Ouais. Entre avoir 1 milliard, qui est déjà énorme, et avoir 1 trillion, t'es là-bas, en vrai, je suis pas sûre qu'il soit infiniment plus heureux, puisque il a juste... Non. parce qu'il a plus d'argent. C'est sûr même. Donc, si tu veux, on démarre. Depuis quelques années, donc, les ultra-riches ont envahi nos écrans. Dans Succession, on voit des héritiers s'insulter, se faire des coups bas pour reprendre l'empire médiatique de leur père. Tu l'as vu, Succession ? C'est la seule série HBO que j'ai pas réussi à continuer. Je sais pas pourquoi. Ah bah, on va pouvoir en parler. Ah ouais, Peut-être qu'il y a quelque chose, t'as pas réussi à rentrer dedans, justement, parce que tu oui. comprenais pas Mais le... c'est vrai. D'accord. Dans White Lotus, de riches vacanciers profitent du soleil pendant qu'on se moque de leur médiocrité. Tu l'as regardé ? Trop stylé. Les j'adore. 3 saisons ? La dernière, non. Ok. J'ai vu les 2 premières. Franchement, c'est excellent. Là, tu sais qu'il tourne la 4e saison en Dans le France. sud, Ouais, Une dans fois, le on sud. était dans le sud, on avait, avec la troupe du Jamel, et la meuf du lieu, sa fille, elle était en train de tourner. Genre, Mais non. elle était figurante, je pense. Ils vont dans les Four Seasons, là, dans les hôtels de luxe. C'est une chaîne, en fait, Ouais. et de luxe, hein, évidemment.
Et à chaque fois, ils vont dans ces hôtels-là. Stylé. Dans Friends and Neighbors, en français, c'est Vrais voisins, faux amis, je crois, le titre. Un financier perd son emploi et sa femme et commence à voler chez ses amis fortunés. Tu l'as vu ou pas? Non, T'en pas as du entendu tout. parler? Pas C'est du avec John Hamm de Mad Men. Pour le coup, ça commence à devenir un peu caricatural. C'est-à-dire que D'accord. c'est vraiment OK, ils ont compris que ça nous intéressait de voir des riches à la télé, mais c'est pas aussi bien fait que Succession ou White Lotus, enfin, selon moi. D'accord. Pendant ce temps, dans la vraie vie, les inégalités se creusent, les crises financières, la pandémie, le chômage, l'inflation ont attaqué notre pouvoir d'achat. Devenir propriétaire est devenu un lointain fantasme pour la plupart d'entre nous. À l'inverse, les riches ne se sont jamais mieux portés, la fortune des plus riches explose. Et comme je l'ai dit là au début, Elon Musk est devenu le premier trillionnaire de l'histoire. En France, l'INSEE a comparé les revenus entre les 10% de Français les plus riches et les 10% les plus pauvres. Le rapport est de 1 à 20. Ce qui n'a jamais été aussi élevé dans l'histoire. Donc la question c'est, pourquoi est-ce qu'on regarde des riches à la télé? Bon, déjà, cet étalage de richesse sur les écrans s'est développé étonnamment après la crise financière de 2008. C'est vraiment là que ça s'est accéléré, même si ça s'est lancé un peu avant et on va en parler. Quelques années plus tard, c'est la naissance du mouvement Occupy Wall Street. Tu vois ou pas? T'as quel âge, Amziane? À ton avis, j'ai quel âge? Aïe, 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 je dirais 30 ans. Ouais, exactement. Ouais, voilà. Bon, Et bah, toi? ok. Moi, j'ai 37 ans. Ah oui, non, bah je t'aurais donné au moins. Mais je suis assez vieille pour avoir connu Occupy Wall Street. Alors que toi, ça a l'air de rien te dire du tout, ce qui est incroyable. Ça me dit rien du tout. Et c'est drôle parce que, donc, en fait, c'est Occupy Wall Street à la base, mais ça s'est développé un petit peu partout, notamment aux États-Unis, mais même dans d'autres endroits du monde. Et c'était en 2011. Moi, il se trouve que j'étais aux États-Unis à ce moment-là, et donc je suis allée voir Occupy Wall Street à New York. Mais donc, c'était un mouvement qui exigeait la répartition des richesses, tout simplement, qui exigeait que les riches payent des impôts, que les riches concentrent moins les richesses. Et t'imagines, 2011, ça n'a fait que empirer depuis, d'ailleurs. Et donc, ils allaient occuper, donc ils ont occupé un espace à Wall Street, et en fait, dans différents endroits comme ça, il y en avait aussi un, moi j'étais principalement basée à Boston à ce moment-là, il y en avait à Boston et tout, et donc c'était vraiment des gens qui vivaient là jour et nuit, c'était un peu un pré-nuit debout, quoi, on va dire, et c'est surtout c'est là qu'a été conceptualisée l'idée des 1%. D'accord. Donc les 1% les plus riches comparés donc aux 99% de la population, et donc pourquoi c'est les 1% qui concentrent quasiment toutes les richesses. Et donc la tendance des séries sur les riches a été amorcée un petit peu avant ça, donc avec Gossip Girl notamment, qui montrait des adolescents de l'Upper East Side à New York. On peut même évoquer Desperate Housewives 2004. Bah clairement, ouais. Voilà. Ouais, bah, bien sûr, comment elle s'appelle, Gabrielle. Et Gabrielle. Gabrielle, c'est ça à balle. Hein. Alors que pourtant, tu te dis aujourd'hui, quand tu regardes Desperate Housewives, je sais pas si tu as essayé de... T'as regardé t'as regardé bien après, toi déjà, de base? Non. Non, parce que 2004... Je me rappelle que ma sœur, elle a regardé le pilote. Waouh. Sachant parce qu'elle adorait les séries. Donc t'as regardé à l'époque. Mais parce que maintenant, quand tu regardes, t'es là, ah ouais, mais même, en fait, les maisons qui nous fascinent à l'époque, parce que donc ça se passe dans une banlieue riche, un peu californienne. J'arrive même pas à le prononcer. Wisteria Lane, exactement. Et je dirais que Gabrielle et Brie sont les deux qui ont les plus belles maisons. Brie, tu sais, c'est la rousse. Je vois tout le monde. Oui, voilà. Alors là, je vois tout Elle le a monde, une belle maison aussi, ils ont quand tous même. deux une belle maison. Mais en fait, tout le monde a une belle maison, mais je pense juste qu'ils ont adapté la maison de Lynette pour que ça fasse maman dépassée et plus maison familiale. Mais en vrai, quand ils pensent, ils ont tous des belles maisons. C'est quand même une maison de dingue. Même Suzanne, qui est mère célibataire. Ah ouais, non mais carrément. Non mais c'est que des belles maisons, voilà. Mais par contre, on n'est pas sur les ultra riches. Bah. Peut-être un peu Gabriel et Carlos. Enfin, je sais pas si c'est ultra le mot. C'est vrai. Je sais pas à quel point ultra, parce que ultra c'est un mot fort, mais en tout cas si. Non, ils sont très très riches. Non, t'as raison. Non, on peut pas, parce que ils ont ce que eux-mêmes appellent une bonne et pas une femme de ménage. Ouais. Même les habits qu'elle s'achète, le dressing qu'elle a. Non, mais t'as raison en fait. Et les autres la considèrent comme ça aussi. Oui. Et lui, il fait de l'argent dans quoi? Dans la pub? Dans la finance, non? Enfin, non, peut-être t'as raison, peut-être la pub. Non, en tout la cas, pub, un truc c'est comme ça. Lynette, c'est Tom. C'est Lynette et ben moi je dirais la finance, mais je me rappelle même plus si c'est exactement ça. Mais c'est vrai qu'il y a ce truc-là. Mais en fait, ils sont très riches. Mais aujourd'hui, tu vois encore plus d'abondance à la télé. Et en fait, à côté, tout à fait d'accord. Gabrielle, sa maison, t'es là, bon, en fait, ça va, quoi. C'était pas non plus... Mais en fait, c'est parce qu'on compare aujourd'hui à des trucs qui n'ont aucun sens. C'est que Gabrielle, elle est superficielle. Ouais. Et donc, on la catégorise forcément comme ultra riche. C'est vrai. Alors que maintenant, les séries qu'elle voit,
on les humanise. Ouais. Alors qu'avant, on les critiquait. Ouais. Euh, Ah, tu trouves qu'aujourd'hui, on les humanise plus? Parce que moi, j'ai l'impression qu'on les critique plus. Humaniser, c'est des humains, il n'y a pas de débat. Oui, de oui, toute façon, oui. genre, il n'y a pas de débat. Genre. Mais j'ai l'impression comme ça, sans études, avec juste mes impressions de ce que je regarde, on les caricature moins dans tous les attributs qu'on donne aux mauvais riches. En fait, je vois ce que tu veux dire. Superficiels, qui écrasent les pauvres, les moins de 10, comme il dit Greg Guetta, là, si tu fais des caméras cachées. Mais par exemple, je pensais à Young Royals. Je sais pas si tu as déjà vu cette série. Young quoi? Young, j'arrive pas à prononcer. Young Royals. Mais non, mais c'est juste que je l'ai pas vu, je pense. C'est une série suédoise, il me semble. Ah ouais? Sur le fils de la présidente du pays qui se dispute en boîte et elle l'envoie dans un espèce de... J'ai plus les mots. Un boarding school, quoi, un peu une un pension. truc avec d'autres diplomates, d'autres riches. En fait, tu les suis. C'est une télé-réalité, quoi. Non, pas du tout. Non. C'est dans les fictions. C'est une série trop bien. Vraiment. Non. Super bien notée, incroyable. Et en fait, lui, il va avoir une relation avec un mec et c'est ça tout le plot qui va faire scandale et tout. Mais c'est super bien. C'est pas... Enfin, c'est super bien filmé, la photographie est super. Et c'est que des riches. Tu me donnes trop envie de le voir. Ah, c'est super bien. Franchement, c'est super bien. Mais non, je vois ce que tu veux dire sur le côté un petit peu, en tout cas au début, caricatural de Gabriel dans Desperate Housewives. Mais d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'ils ont pris les latinos. C'est les latinos qui ont le plus d'argent dans l'histoire. Ce qui, en fait, n'est pas du tout le cas dans la vraie vie, évidemment. Donc, je pense que ça leur a permis de parler des très très riches, mais je pense que s'ils avaient été blancs, ça aurait été différent. Bah là c'est un autre truc que Sauve peut-être, c'est qu'on aime bien montrer des gens riches qui ne devraient pas être riches, à savoir des gens, des étrangers, enfin en tout cas des immigrés ou des fils d'immigrés, et j'utilise le terme sciemment des pécores, genre comme dans les tuches. Donc en fait ça nous amuse parce que je pense que c'est des personnes auxquelles la majorité des gens c'est un avis mais dans leur matrice, genre dans leur cerveau, s'identifient plus parce qu'ils se considéraient comme des petites gens. Même des blancs racistes, je pense qu'ils vont plus s'identifier à une Gabrielle Solis qui est devenue riche parce qu'elle a des comportements pas bourgeois. Tu vois ce que je veux dire, et elle a des comportements pas bourgeois et donc tu te dis tu vas plus on rigolerait comme ça. Moi je pense qu'il y a parfois un travers où on va avoir l'impression que quand on montre des gens qui sont pas blancs mais riches, du coup ça devient acceptable. Je pense par exemple à Crazy Rich Asians que j'ai regardé pour cet épisode parce que je l'avais jamais vu. Je sais pas si tu l'avais vu. Ok, tout le monde en parle, en tout cas quand c'est sorti, peut-être en 2018, un truc comme ça, tout le monde en parlait en disant que c'était génial. Et donc le concept c'est des très 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 ultra riches de Singapour, quoi. C'est fou déjà d'avoir appelé ça comme ça. Non mais Crazy Rich Asians, alors évidemment donc déjà à la base c'était un livre, tout le cast et le réalisateur, enfin tout le monde est asiatique dans l'histoire, sinon ça aurait été vraiment très bizarre effectivement. Mais en fait il y a ce truc où tu vois la meuf qui arrive au début, la femme hyper riche dans un hôtel et au début elle est très mal reçue par les blancs, les clients de l'hôtel, les employés de l'hôtel blancs qui disent non mais c'est quoi cette meuf, forcément elle est asiatique, elle doit pas avoir de sous, elle a pas sa place dans cet hôtel de luxe. Et en fait on apprend 2 minutes après que c'est son mari qui a racheté carrément toute la chaîne d'hôtels et en fait voilà. C'est un classique ça. Et un classique exactement. Des films, ce genre de scène. Exactement, et eux ils sont là en mode ok et tout, et en fait toi t'es censé du coup te moquer des cons racistes des employés de l'hôtel et te dire un peu genre mais badass, tu vois, la meuf en fait elle possède, et en fait c'est là c'est pas parce que c'est super, effectivement, de montrer des gens riches non blancs, mais ça rend pas le truc plus acceptable. Ça reste, je suis désolée, mais une énorme connasse qui... tu peux pas être riche sans être... ou au moins que ton mari, s'il est riche, en tout cas, qu'il ait exploité des gens. C'est impossible. Non, enfin, en fait, les riches eat the rich, comme tu l'as dit, quoi. En 2017, on a vu Big Little Lies. Tu l'as regardé? J'adore. Moi aussi, j'adore. Donc, c'est un thriller dans une communauté aisée de Californie. Évidemment, donc, il y a Nicole Kidman dedans. Et Nicole Kidman, c'est vraiment spécialisé dans les séries de riches. Il y a eu 9 Perfect Strangers, The Perfect Couple aussi. Enfin, en fait, dès que tu vois Nicole Kidman maintenant dans une série, t'es là, ok, bon, je vois à peu près le genre. Ça va être des ultra riches. Mais en même temps, elle a tous les traits. Elle est parfaite pour ce genre de rôle. Elle a absolument tous les traits. Exactement. Du cliché de la personne aisée et un peu étrange, un peu quel est le mot que je cherche? Tu peux le dire. Malsaine, j'allais dire extravagante.
mais Qui est bloqué dans les carcans du patriarcat ouais, c'est bourgeois. ça. genre. Ouais, mais qui est un peu space, qui est Ah ouais. malsaine. Non, mais malsaine, c'est le mot, je crois. Bon, Big Little Lies, c'est pas de sa faute. Non, je et alors veux dire. Big Little Lies, oui, c'est ça, parce que c'est dark quand même. C'est pour ça que c'est brillant. Enfin, franchement, ah ouais, c'est hard. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé. Adoré. Et ensuite, en 2021, la série Sex and the City a droit à sa suite, And Just Like That. Est-ce que tu l'as regardé? On peut en parler, c'est très Ok, intéressant. parce que moi, ça. j'ai tout regardé. Non, mais la série C'est a une horrible. suite ou les films? Non, alors il y a eu, en effet, les films, il y a eu Les films, je les ai il y a eu un énorme switch aussi par rapport Oui. à la série, on peut en parler. Oui. Non, là je parle de la suite And Just Like That, Ah, j'ai pas 20 vu ans ça. plus tard. Ah, mais c'est récent. Oui, C'est récent. je te déconseille. Et il Non, y mais avait pas. c'est toutes les meufs qui ont 20 ans de plus. Non, mais il y a pas. Non, il n'y a une. pas Kim Cattrall, il n'y a La pas plus intéressante, Samantha. La plus intéressante. Exactement. Elle a juste fait un caméo, elle a été payée $1 million pour faire le caméo de 5 minutes. Et les autres? Mais les autres, elles ont fait vraiment toute la série, donc elles sont payées genre vraiment bien grassement. Mais tu vois, juste Kim Cattrall, elle dit bon, vraiment, vous me voulez, ok. Même pas, on la voit 3 minutes à l'écran, je crois même pas. Et pendant la saison 1 de And Just Like That, non mais tout est une catastrophe. Il y en a eu 3, je crois, des saisons de And Just Like That. C'est absolument nul. C'est-à-dire que je te déconseille en tout point. C'est-à-dire, il y a peu de choses que j'ai vues à la télé qui sont vraiment aussi nulles. Ah ouais. Mais le côté, on va en parler aussi tout à l'heure parce qu'il y a le côté abondance extrême, elles sont devenues extrêmement riches. Mais effectivement, tu as raison, déjà les films Sex and the City, quand tu les vois déjà à Abu Dhabi ou je sais plus ce que c'est sur les autres films. Attends, il y a Abu Dhabi. Bah, c'est Abu Dhabi qui m'a marqué de toute Oui, façon. bah, voilà. Genre elles sont allongées, tu sais, elles ont des lits chacune quand elles prennent Voilà. l'avion pour aller à Abu Dhabi. Mais en fait, ce qui est quand même assez fou, je trouve, c'est que Sex and the City, c'est trop bien de base. Enfin, moi j'adore, je trouve qu'il y a plein de trucs cool là-dedans, etc. Et je trouve que les films, c'est symptomatique de quelque chose, c'est qu'à chaque fois qu'on fait comment dire, pas un préquel, on dit une suite, En anglais, on dit sequel, mais Un sequel. une suite, je pense en français. ouais, une suite, Non, un reboot. Ah oui, enfin, alors il y a la suite où il y a le reboot. oui, c'est vrai, c'est différent. T'as raison. Bah alors c'est plus un sequel. Quand on fait ça, et ben on a l'impression que moderniser, c'est enrichir. Et là, en fait, quand tu regardes la première scène, Ouais. c'est son ami. Bon, alors déjà, je passe tous les clichés sur le gay et les problèmes qu'il y a dans cette série là-dessus. Mais son meilleur ami gay qui est dans une solitude abyssale, C'est sûr. qui finit avec un mec superficiel qui couche avec d'autres gens. Passons. Non, mais il n'y a aucun développement de ces personnages à chaque fois. Aucun. Dans tous ces trucs-là. Hein. Par contre, ils ont un mariage où il y a des colombes, où tout le monde est habillé en blanc, où il y a des fontaines et où Liza Minnelli vient chanter. Alors putain de mariage. Ouais. Pardon, mais c'est Non, mais ultra c'est- problématique. Alors à l'époque déjà Sex and the City était critiqué parce que on disait mais comment Carrie peut se payer un 2 pièces à Manhattan avec son salaire de meuf qui publie un article par semaine quoi. Mais déjà ça en vrai ça ressemblait, c'était beaucoup plus réaliste que And Just Like That où la meuf mais elle nage dans le luxe. En plus, on la voit tout le temps dans des appartements, des maisons immenses. Elle sait même pas comment les remplir, comment les meubler. Enfin, c'est absurde. Elle absurde. ne fait aucune activité type vaisselle, type... Bah non. Enfin. Dans les premières saisons, je suis sûr que si. Et dans les dernières, plus jamais. Non, Genre, c'est comme vrai. si c'était fini. Comme s'il pouvait plus y avoir dans l'espace d'une Ouais. série un rappel de la vie quotidienne et qu'il fallait forcément que ce soit on n'est plus au taf, on n'est plus au truc, on est dans un truc hyper magnifié. Et c'est intéressant parce que je vais en parler après. Là, il y a un livre qui est sorti de Rob Grams, qui est, je crois, co-rédacteur en chef de Frustration Magazine, et qui a publié un livre qui s'appelle Le Bourgeois Gaze, justement, donc que j'ai lu pour cet épisode aussi, et qui raconte que, alors lui, il parle plus du travail, que c'est très difficile de filmer le travail et la répétition du travail, et voilà. Et donc, je pense que le quotidien, justement, comme tu dis, faire la vaisselle, plein de petits trucs comme ça, c'est difficile de le montrer à l'écran sans que ça devienne chiant, et en même temps, c'est la réalité de nos vies, quoi. Mais donc voilà, moi je trouve que pour le coup, une série que j'ai re-regardée il n'y a pas longtemps parce que j'ai fait un épisode sur Lena Dunham, la créatrice de Girls, j'ai re-regardé Two Girls et je pense que ça montre pas mal justement ce que c'est vraiment la vie de New York, alors qu'encore une fois, Lena Dunham, elle vient d'une famille assez aisée à New York, toutes les autres actrices aussi, mais la vie dont elle parle dans la série, elle est plutôt proche de ce que vivent en tout cas la plupart des gens. Ils gardent le même appartement du début à la fin. Remarque, c'est Sex and the City aussi, mais on les voit plus faire des trucs un peu mondains de la vie de tous les jours, faire la vaisselle, je sais pas, il y a plein de petits trucs. À un moment donné, la clim marche pas très bien, il fait très chaud à New York, c'est horrible, et en fait, ils sont en train de souffrir. Enfin, tu vois, des trucs comme ça que tu vois plus tellement dans les autres séries, qu'on voyait déjà pas beaucoup avant. Et bien sûr,
il y a toutes les téléréalités. Donc, la franchise des Real Housewives a vu le jour après le succès de Desperate Housewives. Donc, 2 ans plus tard, 2 ans après le lancement de Desperate Housewives, en 2006, ils ont lancé la chaîne Bravo, les Real Housewives. Donc, il y a eu plein, Beverly Hills, New York, machin, il y en a toujours. Dans Keeping Up with the Kardashians, donc les Kardashians, au départ, alors ils ont beaucoup de moyens parce que quand même le père Kardashian c'était quand même un brillant avocat qui est décédé mais qui était un brillant avocat. La mère s'est remariée avec quelqu'un, bref, qui a beaucoup de moyens, mais ça reste quand même à taille humaine. La maison reste à taille humaine, etc. Et puis petit à petit ils s'enrichissent et aujourd'hui Keeping Up with the Kardashians, c'est devenu un truc énorme, super riche, une abondance extrême, c'est les femmes les plus riches de la planète, quoi, en tout cas presque. Dans Selling Sunset, on voit la vie d'agent immobilier de luxe. T'en as entendu parler de Selling Sunset? Voilà. Alors, j'ai sondé un petit peu les auditorices de Star System sur ce sujet-là. Je teste quelque chose. Vous me direz en commentaire si ça vous plaît ou pas, mais j'ai envie d'essayer d'intégrer un petit peu plus des commentaires d'auditoristes dans les épisodes. Donc, j'ai eu notamment un message de Gaël qui me dit « J'ai commencé à développer une aversion pour ce genre de série qui parle de gens extrêmement privilégiés. Je n'arrive plus à avoir d'empathie pour les gens riches et les voir surreprésentés, alors que le monde autour de nous brûle, que les pauvres n'ont jamais été aussi pauvres et que les riches n'ont jamais été aussi riches. Comment te dire que je m'en fiche de regarder leurs petits problèmes? Et aussi, franchement, je suis fatiguée de toutes ces séries qui se ressemblent. Ça m'a grave choquée quand j'ai essayé de regarder The White Lotus, Nine Perfect Strangers, The Hunting Wives et The Perfect Couple. J'étais en mode, attends, mais c'est la même série avec une police d'écriture différente. Ah, c'est très bien dit. Ouais, c'est exactement ce que je ressens. À ceci près que quand même, The White Lotus, on est dans l'écriture, alors je trouve qu'il y a quand même une critique, il y a quand même de l'aspérité, il y a des rapports différents, même si il profite de cette fascination, il y a quand même une belle écriture. Ouais, je suis d'accord. Et des personnages quand même campés, des sujets différents, larges, je trouve, quand même. Mais par contre, Gossip Girl, c'était l'aube de ça. Puis après, on a vu que ça fonctionnait. Ouais. Et après, c'est plus qu'une multitude de reproductions avec des polices. C'est super bien dit, des polices différentes. Et c'est la police qui va faire que je vais aimer ou pas, parce que c'est bleu, parce que c'est vert, que ce soit élite, que j'ai... Enfin, je dis élite, mais il y en a 1000. Non, il y en a 1000. Il y a un truc dans la montagne, là. Il y a des riches. Non, mais en fait, à un moment donné... Il y a les riches à la mer, il y a les riches à la montagne. Oui, non, mais c'est ça. Et moi, en fait, quand je m'engage là-dedans, je m'engage sciemment dans je vais regarder de la merde. Ouais. Dans le sens, j'ai pas la prétention de dire. Voilà, Oui. Des fois, tu as des découvertes. Des fois, à l'intérieur de la merde, il y a des bonnes idées, des trucs et tout. C'est ça qui est fascinant. Puis, il y a aussi un esprit d'analyse que tu as au fur et à mesure de regarder ça qui est plaisant quand tu regardes un film ou une série comme ça. Donc, je dirais pas que je passe... Enfin, ce serait malhonnête de ma part de dire que je passe pas des bons moments souvent. Elite, moi, j'ai adoré. Elite, ça me dit quelque chose. Elite, tu sais, c'est des riches, c'est des riches encore. Enfin, non. Avec encore une autre police d'écriture. Si, ils sont dans un lycée riche. Et justement... Ça me dit quelque chose, justement, de cette riche, il y a aussi l'histoire de certains pauvres qui accèdent à ce lycée de riches, tu vois. Ah, c'est intéressant parce que en fait, c'est un peu comme Gossip Girl. Tu l'as regardé ou pas du coup? 2 premières saisons après, elle m'a saoulé. Oui, et voilà. la fin m'a encore plus saoulé. Mais tu vois, Dan, qui à la base est censé pas avoir beaucoup d'argent, lol, MDR, il vit dans un loft à Brooklyn. Mais bon, admettons, à la base, c'est censé, je pense, plus s'identifier à lui parce qu'il débarque dans l'Upper East Side. Oui. Et je pense que c'est un truc que souvent, et finalement, à la fin, c'est vraiment le pire. Mais en fait, c'est intéressant, ces séries qui vont t'amener à t'intéresser aux très très riches via un personnage qui est censé te ressembler. T'es un rat, quoi. Tu t'intègres. Non, mais c'est. En vrai, c'est souvent ça. C'est vrai. C'est un rat qui va s'intégrer à reste et qui va leur faire découvrir une certaine humanité ou qui va réussir à s'imposer dans le milieu. Des fois, c'est carrément de l'intégration. Ouais. Des fois, c'est de l'assimilation. Non, mais vraiment, il y a ce rapport-là, quoi. Non, mais je suis totalement d'accord. Toi, après, moi, j'ai adoré Gossip Girl. Cela dit, j'ai tout regardé. Enfin, j'ai re-regardé il y a quelques années. Finalement, avec le recul, j'aime bien les premières saisons. À la fin, ça devient vraiment n'importe quoi. Enfin, ça devient vraiment absurde. Il y a même des trucs qui sont pas du tout cohérents par rapport au scénario. Enfin, genre, t'es là, mais c'est impossible. Mais bon, c'était sympa à regarder. Moi, j'avais même lu les livres avant que la série commence à sortir. Quand j'étais. Alors, toi, t'étais pas née à l'époque, mais c'était toute une histoire. Mais d'ailleurs, pardon, mais toi, tu dois t'en souvenir parce que tu l'as vu plusieurs fois. Ouais, dis-moi. Moi, je trouvais que le meilleur personnage, c'était la servante. Et tout le monde l'adore, c'est la préférée de tout le monde. Non, mais parce qu'en fait, elle est drôle. Dorothy. Ouais, c'est ça, Dorothy, un truc comme ça. Ah, bête de personnage. Je l'adore. Parce que, justement,
elle est marrante et elle est pas salie par Non. l'ensemble. Mais elle est très loyale. Elle est très loyale envers Blair Waldorf quand même. Oui, il y a ce truc. Mais en même temps, Mais bon, c'est aussi. ça fait Je vais partie faire de une son critique métier. inverse. Je vais essayer de me faire l'avocat du diable et tout. Aussi, moi, la surcritique. Par exemple, ces deux personnages. Ils vivent ensemble, quelles que soient les conditions qui les ont réunis, le système de servitude où tu payes un autre humain pour s'occuper de toi et tout, ils se fréquentent et ils ont créé une relation qui est quand même à voir, qui existe et qui n'est pétrie par peut-être des bonnes intentions. Non, mais t'as Donc, raison. en ça, dedans, il y a souvent, et c'est d'ailleurs ça qui nous a au niveau des émissions, Ouais. il y a ce délire quand même. Et en fait, c'est vrai que notamment dans ces familles-là très riches, souvent les enfants sont élevés par des gouvernantes, etc. Ouais. Et bah tu vas finir par avoir un lien hyper privilégié, hyper fort, parfois plus qu'avec tes parents, parce que genre tes parents tu les as pas beaucoup vus, Ouais. ils ont beaucoup voyagé pour le travail, etc. Et surtout quand t'es enfant et que t'as pas tellement conscience des différences de classe sociale et tout ça, bah après une fois que t'es devenu adulte, tu gardes quand même un lien très fort avec des gens qui Exactement. étaient payés en fait, qui étaient des employés, mais toi tu t'en rendais pas Et forcément ça doit compte. ça doit être badant pour ça. Ouais. Tous les Non, mais c'est petits clair. blancs qui sont élevés là à Paris dans la rue là, tu les vois. Oh là Il y a là. pas, en vrai, il doit y avoir enfin, si t'as une conscience de tout ça, ça doit être très badant. Et alors pourquoi est-ce qu'on regarde? La question c'est pourquoi est-ce qu'on regarde ça? Notamment, encore une fois, dans un contexte où les inégalités se creusent, où notamment nous, on est plutôt très à gauche, et donc on va vouloir une meilleure répartition des richesses, on va vouloir une justice sociale, et donc pourquoi est-ce que ça nous plaît de regarder des riches à la télé? Alors il y a une première théorie déjà qui est que tout simplement on veut voir des gens différents de nous. D'ailleurs, historiquement, je pense que même dans le cinéma, ça a beaucoup changé. Il y a eu différentes choses, mais c'était pas absurde de voir. J'ai fait notamment un épisode sur Joan Crawford et Betty Davis, qui étaient deux grandes actrices. Ouais. Et quand tu regardes les pitchs des films, c'est toujours des actrices à Hollywood. Elles racontent, en fait, tu vois des histoires d'actrices à Hollywood, quoi. Donc, je pense qu'on est quand même un peu fasciné par un monde qu'on connaît pas trop et qui nous est un peu inaccessible, quoi. Après, de base aussi, c'est le truc même dans l'histoire de la littérature, c'est l'histoire Exactement. il y a eu toute la phase du héros. Et après, l'anti-héros. Et le héros, c'est souvent celui qui accède Voilà. ou qui vit dans la richesse, dans le luxe et le Voilà. stupre. Non, je rigole, c'est un truc qui dérape. Mais- oui. Mais non, mais c'est vrai, il y a en tout cas le truc Oui, en fait, de quantité, quoi. et voilà, et le côté peut-être arriviste entre guillemets, comment on appelle ça? Arrivé. En fait, Bellamy, c'était un mot. genre, le truc Voilà. opportuniste. Bel un ami, peu. exactement, bel ami, c'est complètement ça, qui est d'ailleurs toujours une mise en garde. C'est toujours dans ces Oui. cas-là, attention, le pauvre qui débarque à Paris, Ouais. qui va accéder à la richesse, mais attention, il va se perdre en chemin. Oui, comme si on pouvait pas y accéder, nous. C'est avec, exact. Et c'est un truc ça- d'ailleurs c'est qui un mur, va. hein. Et voilà. Et c'est un truc d'ailleurs qui va pas mal revenir aussi dans les films par la suite. Mais exactement, c'est attention, vous voulez l'argent, vous voulez le truc, mais effectivement, il y a une sorte de plafond de verre, comme quoi il faudrait pas trop vouloir le truc non plus Ouais. quand même. Hein. Moi, je trouve que c'est un peu Mais bizarre. même à la petite échelle d'un truc de stand-up. ou Ouais. quoi. Enfin, moi, Même à l'échelle du de stand-up. base, évidemment, j'ai un capital culturel peut-être, parce que Ouais, mon père ouais. est prof de philo. Ouais. Mais enfin, ma mère, pas du tout. On l'a enlevé des études très tôt. D'accord. J'ai pas d'argent, enfin voilà, etc. Même à cette échelle-là, on a ouais, fais gaffe quand même. Enfin, Non, tu sais, mais genre, c'est un truc que ça. Et je suis en mode, bon, alors en fait, non, mais je me le C'est suis beaucoup dingue. dit. Hein, enfin, de base, tu vois, je travaillais dans la télé à un moment donné aussi. Donc, c'était quand même en moi. C'est une critique que tu fais quand même, toi. Moi, au bout d'un moment, j'ai fait mon truc. Je me suis dit, bon, je suis gay, je suis arabe, il y a tout ça. À un moment donné, si à un moment donné j'ai de l'argent, oui, peut-être que ça va changer de choses, mais quand même. Tu peux pas être complètement transformé. Donc en fait, c'est vraiment Ouais. d'où ça vient ça. En fait, je sais pas. Voilà, des fois, je me demande à quel moment est-ce que ça te change d'avoir beaucoup d'argent et à quel moment est-ce que tu n'arrives même plus à comprendre. On a eu récemment la sortie de Yann Barthès, Ouais. qui, je pense, vient d'un milieu très aisé à la base. Hein, donc, il n'a pas découvert l'argent avec la télé. Mais là, je pense que il est depuis tellement longtemps à la télé, il a tellement un salaire de ouf et des conditions de vie de ouf que je pense qu'il se rend même pas compte. Moi, je pense pas que c'était forcément du rage bait. Hein. Je pense qu'il était sincère quand il disait « Ah non, mais les gens qui se plaignent parce qu'ils vivent sous les toits, ils sont pas dans une situation pire qu'un ministre, quoi. » C'est exactement pense ce que qu'il j'allais était dire. sincère. Moi, je j'ai pas compris. Enfin, si, j'ai compris. Je comprends tout à fait. Voilà. Mais en fait, je suis en mode, le sujet, c'est pas au bon endroit pour moi, ce truc-là. Évidemment que c'est indécent d'avoir dit ça, etc. Mais je pense que c'était sincère. Mais je pense qu'en fait, et que lui le plaçait à un autre endroit voilà. qui était de. Ah, bah, on est tous au même Mais parce que moi, endroit. je pense
que malheureusement, pour le coup, là, ça rend bête. Je suis désolée, mais pour moi, l'argent, le succès, comme ça, etc., en fait, pour moi, il est devenu tellement isolé dans sa tour d'ivoire qu'il devient abruti. Et pourquoi il est dans abruti? sa norme. Mais voilà, mais parce qu'il est dans sa norme, mais parce qu'il ne se rend même pas compte, il ne s'intéresse plus, mais il n'a plus à s'intéresser en fait à ce qui se passe en dehors. Et donc, moi, je ne le dédouane pas de ce qu'il a dit, dans le sens où je trouve que c'est pas si grave, je trouve que c'est très grave ce qu'il a dit, mais je pense que c'est juste qu'il est devenu bête. Bah, en fait, je sais pas. Oui, si peut-être je qu'il veux être était juste, déjà un peu à la base. Si je veux être juste, je sais pas. Si je veux être honnête intellectuellement avec moi-même, je sais pas si j'utiliserai le mot bête, mais en tout cas, il est dans une norme dont il devrait avoir conscience que c'est pas la norme. Bah donc voilà. C'est pas la norme, et donc en fait s'il veut continuer de vivre dans une société avec les autres humains, il devrait faire ce travail sur lui-même, et là il a foiré. Je sais pas s'il foire tout le temps, parce que je suis pour critiquer le propos, mais je suis personne pour viser quelqu'un, tu vois, sur le long terme. Mais par contre le propos est complètement indécent, et ça, complètement, il n'y a pas de doute. Mais je veux dire, n'importe qui dans une société où on partage une vie devrait s'intéresser aux autres. Et en plus, il présente un média qui est regardé par une majorité de gens qui ne peuvent pas entendre ça. Exactement. Donc c'est du mépris. Il y a quelque chose de l'ordre du mépris, et il y a quelque chose de l'ordre du... Voilà, forcément. Enfin, en tout cas, c'est une violence. C'est une violence de dire ça. Mais complètement. Et je le nie pas du tout. Mais... Non, mais bien sûr, bien sûr. Mais donc voilà, peut-être qu'on a envie de voir des gens qui sont différents de nous, de voir un monde qui nous est inaccessible, et que voir des gens qui ont des galères financières, ça nous rappellerait trop nos soucis. En même temps, j'ai regardé Girls, donc comme je l'ai dit, et franchement, il y avait plein de moments dedans où il y avait des personnages avec des problèmes financiers, etc. Bon, je me suis... Bien sûr que ça rappelle des vrais trucs concrets qu'on vit, mais ça m'a pas rendu genre j'ai pas fait une crise de panique parce que je voyais ça. Enfin, je pense qu'on peut aussi voir des gens comme nous. Et alors là, je vais citer une autre auditrice. Alors, son pseudo, c'est Mamgouze. Okay. Je ne crois pas avoir regardé de séries ou films sur les ultra-riches, mais par contre, la télé-réalité sur les riches, type Bling Empire ou Young, Famous and African, je connais pas vu non du plus. Tout. Ça, j'ai eu une passe il y a quelques années. Avec le recul, je pense que quand je voulais sortir de la morosité du quotidien, c'était le plus efficace pour déconnecter immédiatement de sa routine boulot, métro, dodo. Et puis, c'est super divertissant, mais ensuite, ça m'a lassé, car beaucoup de drama pour rien, et puis j'ai commencé à ne plus supporter les ultra-riches IRL. Donc, les regarder sur mon temps libre, non merci. C'est marrant parce que quand j'étais petit, sur MTV, il y avait un truc que j'ai adoré, c'était Mon Incroyable Anniversaire. Je sais plus comment ça s'appapelait. Ça s'appelait comme ça. C'est des riches qui organisaient leur anniversaire. Mais c'est toujours des mecs de 18, 19, 20 ans qui organisaient leur anniversaire. Et à chaque fois, il arrivait en cheval au lycée et il donnait tous les trucs. Et après, c'était incroyable. Et franchement, ça, c'était trop bien parce qu'en fait, c'est limite... J'allais dire cathartique, je sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas, c'est tu souhaites un truc de ouf dans ta tête, tu l'imagines, ça se réalise, tu le vis un peu par procuration là, mais évidemment qu'il faudrait pas l'être. Tu vois ce que je veux dire? Évidemment, si on disait, allez, tu vas essayer, pourquoi pas, tu vois, genre, ce serait marrant et tout, mais faudrait pas l'être. Faudrait pas arriver à ça. Faudrait faire un système où personne ne peut accéder à cette hubris, à cette truc irrationnel qui est tentant. Mais en même temps, et en même temps, je vois très bien pourquoi c'est divertissant de regarder ça à la télé. Parce qu'en fait, t'es là, non mais stop, en fait, où est-ce que ça va s'arrêter? Et donc, il y a un côté qui est parfait pour ce genre de médias, donc voilà. Mais, et puis, ça, voilà, encore une fois, exactement comme dit cette auditrice aussi, ça nous permet d'échapper un peu à notre condition pendant un temps. On est là, attends, on peut envisager un monde où on se projette, on se dit ça pourrait être nous, un monde où t'es là, c'est moi qui arriverai en cheval au lycée. Enfin, tu vois, genre, évidemment que c'est pas forcément ce dont on a envie, mais il y a un côté, ferme les yeux et imagine, genre, le truc le plus ouf que tu puisses vivre. Et en plus, tu critiques, mais t'es en mode... Enfin, il y a un truc... En fait, le rage baiting, ça vient aussi de certaines fois où t'es en mode... c'est ça. Mais ça provoque... tout le monde va avoir des moyens, tout le monde... voilà, mais après, il y a avoir des moyens et être une merde. Genre, bien sûr, exactement. Mais alors, pardon, je dis juste un dernier truc. Ouais, bien sûr. J'avais une blague dans mon spectacle où, et d'ailleurs, c'est une blague que je fais partout, etc., où je disais, c'est pas de la faute parce que c'est pas la blague que je vais vous dire, mais je disais, c'est pas de la faute des Arabes, c'est pas de la faute des Noirs, si votre vie c'est de la merde, c'est de la faute des riches. Et c'était à la suite d'une blague. Et en fait, j'étais en mode, tu vois, là, par exemple, ça revient sur ça, je trouvais que c'était pas honnête intellectuellement. Pourquoi? Parce que, en fait... Parce que moi, je suis d'accord. Oui, mais en fait, j'ai dit ultra riche.
Parce que c'est ça le problème en vrai. Parce que D'accord. Enfin, je trouve que si on pondère un peu et que j'essaie, avec les informations que j'ai dans ma tête, et je peux changer d'avis, être honnête avec ce que je pense, bah, évidemment, il y aurait des différences de richesse qui sont un peu difficiles Mais le problème, c'est d'avoir des différences de richesse d'une nature irrationnelle. Mais en fait, c'est exactement ça. C'est ça le problème. Et c'est ce que dit, par exemple, les politiques qui défendent le fait de supprimer cette différence. Quoi. Exactement. C'est qu'il y a un mec qui ait beaucoup plus de responsabilités et qui les choisit, par exemple, et qui en retire un peu plus de profit d'une certaine manière, ça me paraît pas complètement irrationnel. Le problème, c'est quand on se dit qu'il y a des humains qui ont plus de valeur que d'autres et qui ont un Ouais, mais tu vois, moi déjà, pour moi, par exemple, un chef d'entreprise, on va dire, ah bah lui, il mérite de gagner plus que le mec qui travaille à la chaîne, enfin, ou qui travaille dans même un truc de bureau, mais petit employé, etc. Moi, je suis pas forcément d'accord. Enfin, pour moi, en fait, je trouve que les métiers les plus essentiels, d'ailleurs on l'a vu au moment du Covid, les métiers les plus essentiels, c'est pas les PDG, c'est les gens, les petites gens qui font les petits métiers. Mais attention, c'est pas ce que je disais. Non. Je suis totalement d'accord. Oui. Totalement d'accord. Mais donc je veux dire, pour moi, par c'est exemple, pas un infirmier ou un truc. Voilà. Non, mais vraiment. Voilà. C'est pas du tout ça. C'est juste de dire, par exemple, là, en plus, je pense à une société privée, par exemple. Si quelqu'un a plus de responsabilités qu'un autre, je pensais pas du tout aux gens qui sont dans les usines le mec qui est dans son bureau. Oui, d'accord, je comprends. Genre qu'on donne pas d'argent, genre aux gens qui nous soignent, en fait. Je parle juste, j'arrive pas à m'imaginer parce qu'on m'a tellement conditionné au capitalisme et c'est intéressant de l'exprimer comme ça et de pas être dans le, de me dire qu'est-ce que ce serait en fait un truc idéal et c'est vrai que quand moi j'entends des gens essayer de discuter d'un truc idéal réaliste, il y a ce truc où oui il y aurait une différence entre certaines personnes, mais ce serait rationnel. Et voilà, quoi. exactement. Je veux dire, si effectivement là, tu bosses plus que moi, comme par exemple avoir plus de taux horaires, etc. Ben voilà, évidemment, dans une société idéale, les gens qui nous soignent devraient être beaucoup plus payés, etc. Non, mais bien sûr. Totalement et d'accord. puis en plus, c'est important de le dire. Non, mais... Oui, non, mais bien sûr. Qu'on précise ma pensée parce que là, je sors de ce podcast, je suis une merde humaine. Hein. Genre vraiment, j'ai défendu Yann Barthès. Mais en plus, je trouve que c'est intéressant. Enfin, t'as raison d'apporter de la nuance sur des trucs que tu penses être utiles parce que, je trouve que c'est hyper intéressant. Moi, d'ailleurs, c'est souvent le truc, la limite que des gens vont mettre en disant millionnaire, c'est ok, mais milliardaire, c'est indécent. Non, mais ça, c'est et fou. en fait, t'es là, bon, en vrai, qu'est-ce que c'est la différence entre avoir 900 millions et tu vois, et 1 milliard. Mais en fait, je comprends l'idée, par contre, que plus t'es riche, effectivement, et plus déjà, ça veut dire que, comme les gens disent, il n'y a pas de milliardaire éthique, tu ne peux pas en être arrivé là. En ayant fait une fortune sur des trucs là. Et en plus de ça, moi, je suis persuadée que quand tu es riche, et c'est aussi d'ailleurs pour ça qu'il y a beaucoup d'artistes qu'on va apprécier, dont on va apprécier le travail, mais qui sont dans une autre classe sociale, tu vois, que la nôtre. Et des fois, on va s'étonner du fait qu'ils vont pas politiquement s'exprimer sur tel ou tel truc. Et t'es là, non, mais en fait, ils appartiennent à une classe sociale qui n'est pas la nôtre. Et ils vont défendre leurs intérêts. Leurs intérêts, c'est quoi ? Payer moins d'impôts. Et je pense que la plupart des gens riches et ultra riches ont une solidarité de classe que d'ailleurs nous on n'a pas forcément entre nous, mais les riches ont cette solidarité de classe avec un intérêt commun qui est payer moins d'impôts possible. Quand les gens s'étonnent de voir Beyoncé à un dîner avec Ivanka Trump, je suis là, non, évidemment, Beyoncé, tu crois qu'elle a plus de rapport avec toi qu'avec Ivanka Trump ? Elle ressemble plus à Ivanka Trump qu'à toi. Et je suis désolée, j'admire Beyoncé, je la trouve extraordinaire, très talentueuse, mais en fait, elle est dans un autre monde. Elle n'est pas dans notre monde. Mais c'est trop intéressant ce que tu dis parce que, je veux dire, faire passer des gens qui nous ressemblent dans ce côté-là, même sur le côté fictionnel, ça permet en fait de continuer à valoriser ce truc de méritocratie qui n'existe pas et de se dire que tout le monde peut y rentrer. Et donc... qu'on peut continuer à le faire et que si tu y es pas, c'est parce que tu es une merde. Et donc, valider ce système par la fiction aussi, parce que en réalité, la réalité est tout autre. C'est très difficile de passer d'une classe sociale à une autre ça, bien sûr. Tout à fait. Mais même sans parler d'argent, de passer d'un milieu à un autre, dans un milieu dans lequel tu veux, passer d'un milieu ouvrier, tu veux travailler dans l'artistique. Enfin voilà, tout ça, c'est fou, quoi. Je suis totalement d'accord. C'est ce que raconte d'ailleurs Édouard Louis dans Eddie Bellegueule, En finir avec Eddie Bellegueule. Et d'ailleurs, dans Bourgeois Gaze, Rob Grams
enfin, il parle pas du livre, mais il parle de l'adaptation que j'avais vue à l'époque au cinéma, Marvin ou La Belle Éducation. Il est génial ce film. T'avais aimé? Bien sûr, bien Bon, sûr. lui, il a pas aimé du tout. Moi, j'ai bien aimé. Mais il a trouvé que ça faisait vraiment genre, comment s'émanciper Complètement. au lieu de te rebeller contre les conditions dans lesquelles tu as grandi, tu vas espérer par le théâtre, en jouant dans une pièce de théâtre avec Isabelle Huppert, passer à En un fait, autre j'ai bien truc, tu aimé vois. parce qu'il joue bien l'acteur. Mais non, mais par contre, sinon, voilà. le propos est Voilà. abject. Je vais juste nuancer parce que je veux pas mal dire ce qu'a dit Rob Grimes. Il dit, d'ailleurs, tout au début de son livre, mais on va en parler après, il dit, quand je parle de bourgeois gaze, je ne juge pas la qualité des films, je ne juge pas la qualité des œuvres, mais leurs propos, en fait, voilà. Ben c'est pour Donc, ça, voilà. c'est exactement pour ça que je te dis que je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de dire. Ouais. De toute façon, de manière générale, les ascensions par le théâtre, surtout des personnes gays, forcément, et tout, ça me répugne parce que de toute façon, ça concerne une majorité de gens blancs. Oui, c'est vrai. De manière statistique, hein, je suis pas en train de viser une personne, quoi. Donc ça me répugne cette idée, cette romantisation, cette idéalisation, c'est faux. Enfin, moi, je veux dire, j'ai plein d'exemples. J'ai pas le temps ici, mais quand j'ai commencé à aller voir du théâtre, de mépris, de folie qu'on m'a dit, etc. Sérieux à l'époque, je regardais beaucoup de. J'étais dans une école de com qui est une des meilleures écoles de com, qui est le CELSA, et je le dis pas pour me vanter, je le dis parce que je voulais chercher un stage dans le théâtre, et vraiment, j'ai eu des commentaires sur le fait que je ne connaissais pas le théâtre, tout, et ça m'a fait. Bon, moi, je suis un rageux. Hein, non, mais alors t'as bien raison. Je suis allé voir masse de théâtre pour compenser. Non, je voulais dire, il faut absolument, si vous n'avez pas lu, lire Retour à Reims de Didier Ribon, qui pour moi est c'est un peu le... Et c'est un ami d'ailleurs de... c'est même son maître à penser, et vraiment pour le coup brillant tout autant que Édouard Louis. Pour le coup, j'apporterai pas de critique comme Yann Barthès. Là. Édouard Louis, je l'avais vu sur scène aussi sur l'adaptation de son livre sur son père, j'oublie le nom. Mais... L'histoire de la violence. Non, sur son père. Histoire de la violence, ça c'était son deuxième livre. J'ai tué Qui a tué mon père? Qui a tué mon père? Qui a tué mon père? Ah oui, ça j'ai pas vu. Bon, moi bref, j'avais vu l'histoire de la violence. Il raconte l'histoire de son père. Oui. Alors bien. ça c'était. Ah oui, il a aussi adapté au cinéma. Aussi au théâtre. Tête des Abbesses, peut-être. Mais il a aussi fait au théâtre des Abbesses qui a tué mon père. Certainement qu'il avait. Mais peut-être que je me trompe, hein. Mais en tout cas je l'ai vu et c'était bien, c'était super. C'est super. Non, parce qu'Histoire de la violence, c'était sur l'histoire du viol qu'il avait vécu. Exactement, à République, là, il a croisé un mec qui était arabe, justement. Ah oui, c'est vrai. Voilà, les Arabes. On les connaît. Hein. Mais donc, alors voilà, une des raisons donc, pour lesquelles on peut regarder ça, c'est parce qu'effectivement, on a envie de s'évader. Une autre raison, c'est que ces séries sont de plus en plus, en tout cas, cyniques. C'est le cas de White Lotus, c'est le cas de Succession. Et ça nous rappelle que l'argent ne fait pas le bonheur. Les personnages qu'on voit à l'écran sont très, 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 très riches, mais ils sont souvent égoïstes, manipulateurs, profondément isolés et malheureux. Et d'ailleurs, dans la saison 2 de White Lotus, Portia, je ne sais pas si tu te rappelles, c'était l'assistante de Tania, elle dit au téléphone à une copine, en parlant de sa boss, elle est tellement malheureuse, si j'avais $1 demi-milliard, je ne serais pas malheureuse, je profiterais de ma vie, c'est tellement injuste, je suis épuisée. Et en fait, elle joue vraiment nous tous, en fait, qui regardons ça et qui disons, mais attends, tu peux pas juste profiter de ta thune. En fait, il y a toujours des problèmes, il y a toujours des trucs, il y a toujours des galères. Et en fait, c'est ça qu'on regarde peut-être, c'est vraiment cette idée que l'argent ne rend pas heureux, l'argent ne fait pas le bonheur. Et d'ailleurs, c'est pour ça que White Lotus va vachement mettre en balance les riches et les employés de l'hôtel à chaque fois, que ce soit dans la saison 1 ou la saison 2. Un peu moins dans la saison 3, on les voit un petit peu, mais moins. Il y a Armand, tu sais, le manager de l'hôtel dans l'épisode 1, dans la saison 1, qui explique à une personne qui arrive dans le staff, en parlant des employés, je sais pas si tu te rappelles, mais il y a le couple, ils veulent changer de chambre parce que le mec, il est là, non, mais on va la chambre ananas, la chambre ananas, voilà, il joue trop bien. Et donc, il explique à l'autre employé, il dit, ils veulent être l'enfant unique, le bébé spécial, élu, chéri de l'hôtel, et nous, on est les mamans méchantes qui leur refusons la chambre ananas. Et en fait, là, il y a un côté où, toi, tu les regardes presque, les riches, comme dans un zoo, en fait, comme si c'était dans un zoo, c'est des bêtes de foire, et on est là, non mais ils sont vraiment trop cons, et donc ça vient se moquer, en fait, ça vient se moquer des riches, et nous par contre on est du bon côté, nous qui n'avons pas d'argent, nous qui nous identifions aux employés, on est dans le jugement en fait de ce que font les riches. Il explique aussi toujours à cet employé qui débarque, le manager, l'objectif est de créer pour les clients une impression générale de flou qui peut être très satisfaisante, où ils obtiennent tout ce qu'ils veulent, même sans savoir ce qu'ils veulent, ni quel jour on est, ni où ils se trouvent, ni qui nous sommes, ni ce qu'il se passe. Donc c'est vraiment ce truc de, putain, en fait, les riches, là, ils peuvent se payer des vacances de ouf, mais en fait,
ils ne savent même pas ce qu'ils veulent. C'est indifférenciant. Exactement. Et en fait, ça les rend un peu bêtes. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. C'est le côté, on va vraiment insister sur le fait que certes, ils ont beaucoup d'argent, mais ils sont non seulement malheureux, mais en plus un peu bêtes. Alors que nous qui les regardons, on les juge. Et je pense que c'est aussi un truc qu'on retrouve un mécanisme beaucoup dans la télé-réalité, où on va beaucoup juger les gens à l'écran en disant non mais ils sont trop bêtes, moi j'aurais jamais fait ça. Et là c'est pareil, tu peux dire non mais moi si j'avais ton argent, je ne ferais jamais ça. Et donc moi certes j'ai pas de thunes, je ne sais pas comment payer mon loyer le mois prochain, mais je te juge. Alors que peut-être qu'on observe juste des humains dans un système qui aurait le même effet sur nous si on C'est était dedans. Totalement possible. Et on le sait pas. Et C'est ça. si on était dedans, et la solution à ça, ce serait absolument de se dire, écoutez les gars, ça nous rend fous ça. Venez, on arrête, on trouve un système pour l'arrêter. Exactement. Mais oui. Mais en fait c'est ça. Mais en fait le truc c'est que je pense que beaucoup de gens veulent une justice sociale parce qu'ils disent bon bah il faut une bonne répartition des richesses parce que là ils sont du côté des pauvres Bien sûr, entre bien sûr, guillemets bien sûr. ou en tout cas des moins fortunés. Bien sûr. Mais si tu avais le moyen d'être un millionnaire, peut-être que d'un coup C'est tu Orelsan, n'aspirerais pas à la même chose. Désolé, hein, que Qu'est-ce que des t'as dit, références pardon ? de merde. T'as dit qui, t'as dit qui ? J'ai dit Orelsan, Ouais. il dit genre... Ah ouais ? Il dit quoi ? Il dit tout le monde déteste les riches jusqu'à qu'ils le deviennent. Enfin, Exactement. bah oui. Enfin, tu vois, moi si tu me donnes de l'argent là, ben oui, je le prends. Et en plus, Voilà. dans une part de mon cerveau, je me dirais bon, je vais essayer d'utiliser cet argent un peu pour me déculpabiliser et tout. Il y aurait une part de ça. C'est juste l'humain est une merde. C'est la base de mon Mais non, spectacle. mais c'est pas que moi pour moi c'est pas forcément que l'humain est une merde, c'est qu'on vit dans une société. On vit dans une société en fait, c'est tout. Point. Oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est un que truc qui nous dépasse. Mais c'est voilà, ça que tu veux dire. mais en fait qui nous dépasse et surtout où en fait nos aspirations c'est ça, c'est avoir plus d'argent pour être à l'aise. On se dit ah bah putain moi je pourrais payer toutes mes factures etc. Et on se dit pas forcément ah bah déjà rebellons-nous pour faire en sorte que tout le monde ait le même argent. On va se dire non, il faut que moi j'ai plus de thunes, il faut que moi je m'élève au-dessus de ma condition etc. Enfin je pense que c'est le système dans lequel on est qui est capitaliste etc. Ce et qu'on qui veut va vous dire, c'est encourager voter ça. Mélenchon. S'il vous plaît, je vous en supplie. Dans le White Lotus, même quand les clients sont sympas avec le staff, en fait, on peut jamais vraiment oublier qu'ils font pas partie du même monde. C'est marrant parce que tout à l'heure, on disait que la gouvernante de Blair Waldorf dans Gossip Girl, finalement, elle crée un vrai lien avec Blair, certes, mais n'empêche que, comme dans White Lotus, comme on le voit dans White Lotus, il y a toujours une différence de conditions sociales qui est rappelée notamment dans la saison 1 par le fait que on passe beaucoup de temps aussi avec une employée qui s'appelle Belinda qui fait les massages. Et donc Belinda, elle veut créer son propre salon de massage et Tania va dire, la cliente riche, oh, vos massages sont extraordinaires. Et elle parle beaucoup, elles échangent. Et à un moment donné, Tania, elle dit, mais vous voulez créer un salon de massage, mais je vais vous aider, je vais vous mettre de l'argent, je vais investir. Et donc Belinda, elle fait, oh, c'est le moyen pour moi de créer enfin ce business que je voulais créer depuis longtemps grâce à cette cliente fortunée. Et au bout d'un moment, en fait, Tania, elle passe complètement à autre chose. La cliente riche, elle oublie carrément le projet, quoi. Parce qu'en fait, elle s'en fout. Parce qu'en fait, Belinda, elle s'en fout d'elle. Tu vois ce que je veux dire ? Elle a eu un moment, une idée de « Ah bah tiens, je vais l'aider, cette pauvre femme ». Et en fait, le lendemain, elle est passée à autre chose. Ouais, et bien tu vois, sûr, quand Belinda, elle est en effrayant. mode... Voilà. Et en fait, c'est ça. Bah oui, parce qu'en fait, t'as beau avoir un moment d'échange privilégié avec une des clientes riches et avoir l'impression que vous êtes sur la même longueur d'onde. En fait, voilà, c'est une femme qui n'en a rien à foutre de toi. Tu n'es qu'une employée. Je travaille dans la télé et en fait, les gens sont littéralement comme ça. Les gens, je parle des gens... ils te disent un truc et le lendemain, ils t'ont zappé. Ouais, voilà. Et en fait, le problème, c'est que tout le monde trouve ça normal. Et en fait, c'est aussi un truc de... Comme il y a des jeux de pouvoir, voilà. Les gens valident ça, donnent raison à ce genre de comportement et ils ne sont pas collectivement punis. Et je dis pas que c'est facile de faire ça. Et donc en fait ça continue à prospérer. Mais comme dans le stand-up. Parce qu'on vient valider ça en disant non mais c'est normal, c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà, mais comme dans le stand-up. Il y a des gens dont je ne citerai pas le nom ici, mais tout le monde sait très bien, qui se comportent extrêmement mal. Et moi je refuse juste de valider ça. Bah mais oui. vraiment, tout le monde est d'accord pour le dire. C'est pas un avis objectif. Mais comme en fait, ouais, c'est comme ça, c'est lui. Bah oui. Il est et ça me fascine ça. Exactement. Et en fait on va venir valider ça et du coup entériner un truc en disant non mais c'est comme ça que ça se passe, c'est normal. Et bon déjà ces gens-là en l'occurrence quand ils ont de l'argent ils sont entourés par des yes men tout le temps et donc on va jamais les remettre en question et donc voilà, je suis d'accord. Et en fait ce qui est vrai qu'on passe moins de temps avec le staff dans les saisons suivantes, c'est-à-dire qu'on les voit moins les employés de White Lotus à l'écran, encore un peu dans la saison 2, beaucoup moins dans la saison 3, on les voit un petit peu mais moins, et surtout moins dans leur rapport avec
les riches. Et d'ailleurs, une auditrice, Romane, m'a dit « Je trouve que la satire de la première saison a un peu tourné vers la fascination, voire la valorisation des ultra-riches dans la dernière saison. On en fait des personnages attachants et drôles. Le regard des employés de l'hôtel est moins mis en avant que dans la saison 1. » Et je pense que c'est assez vrai. Enfin, c'est quand même toujours un regard très cynique, etc. Et c'est très dark. C'est vrai. Mais c'est vrai. Déjà que les auditeuristes sont brillants. Non, mais alors, par contre, moi, c'est un truc que je me suis dit. C'est dingue, franchement. Et attends, parce qu'en plus, j'ai même pas laissé 24 heures cette story où j'ai demandé aux gens, parce que j'ai reçu 1 milliard de messages. Je ne peux pas tous citer tout le monde. Et à chaque fois, je suis là, mais putain, mais vous êtes trop intelligents. Mais en fait, je suis en mode, mais en fait, je vais faire cet épisode, mais vous avez déjà tout dit. Mais tout le monde Vous va me savez tout. détester. Hein. Tes auditeurs sont brillants. Mais non. J'ai fait que des approximations. Yann Martin, c'est génial. Tout ce qu'il a dit, c'est incroyable. Le pauvre, d'accord. Ah ouais, le pauvre. Enfin, je sais pas pourquoi vous. Je suis désolé pour tout ce que j'ai dit. Mais pas du tout. Mais non, mais d'habitude, moi, j'ai pas l'habitude d'aller dans des podcasts brillants. Je rigole ça. Ah là là. Je savais pas. Non, mais franchement, j'ai été trop impressionnée par le niveau des messages. Il y a aussi une dimension aspirationnelle quand tu regardes ce genre de série. Peut-être, tu vois, genre, notamment aux États-Unis, il y a ce mythe du millionnaire empêché. Tout le monde est un millionnaire empêché. En fait, c'est pour ça que tu te dis. C'est un truc que je me dis souvent. Voilà, et moi, c'est un truc que je me dis aussi. Je me dis, non, mais un jour, tu vois, quand je serai riche, bah et t'es là, non, mais quoi. Mais ça, tout le monde se le dit, ouais. Parce que c'est la société qui veut nous faire croire ça. Et en fait, des fois, mais très brièvement, puisque je ne peux pas être plus intelligent que le système, et ben je me dis, mais en fait, quand tu regardes les TikTok de self-care et tout, etc., tout le monde se dit ça. Tout le monde se dit, je suis spécial, je vais arriver à produire de la richesse, de devient. Exactement. Mais non. Mais non. encore plus avec l'influence sur TikTok et tout, parce que tu te dis, non, mais alors là, tout le monde peut être influenceur, encore plus, c'est plus accessible qu'Hollywood, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà. Là, Paris, c'est que des gens qui marchent dans la rue vite en se disant je vais vers mon objectif, tu vois. Et en fait, la société capitaliste va choisir 4 personnes. Exactement. Et tout le reste va se prendre un mur. Donc voilà, c'est le choix. Quel choix de société on veut faire, quoi. Exactement. Et toi, comme tu te dis non, mais je ne suis qu'un millionnaire empêché, ça te pousse moins à changer la société. Tu te dis, attends. Elle va m'aider. Puisque elle va m'aider. Exactement. Putain, mais en fait, on vient de libérer les problèmes. Là. On vient de tout comprendre. C'est exactement ça. Et donc, on revient à ce que tu disais tout à l'heure. La méritocratie, c'est la fable de la méritocratie. L'idée qu'on peut s'élever au-dessus de sa condition sociale à la force de son travail, ce qui est en fait une rareté, quoi, malheureusement. L'ascenseur social marche pas beaucoup. Voilà. Et on adore les films d'ascension sociale. Il y a À la recherche du bonheur, Rocky, il y a Joy aussi, mais aussi parfois des mises en garde, on en a parlé, Slumdog Millionnaire, Le Loup de Wall Street, ou comme on l'a dit tout à l'heure, Belle Amie de Maupassant, où en fait, attention, de pas trop vouloir non plus la lumière, de pas trop vouloir la richesse et l'abondance, parce que tu peux te perdre en chemin. Donc attention quand même. C'est bien de vouloir s'élever aussi sa condition, mais il faut pas non plus trop en faire. Le fait de voir de plus en plus de riches à la télé, pour moi, ça va de pair avec l'essor des réseaux sociaux, où on voit des influenceurs dans des jets privés, on voit des influenceurs chez Hermès, et maintenant, je ne sais pas comment je sais, mais si je sais comment je sais, c'est parce que j'ai vu plein de vidéos sur le sujet. Maintenant, je sais que si tu veux un sac Birkin, il te faut développer une relation avec Hermès pendant des années, où tu vas d'abord aller acheter un carré Hermès, ensuite tu vas t'acheter un truc, après un jour ils vont te dire « Ah, vous voulez un sac ? Ok, cette fois-ci on va vous montrer les sacs. » Et toi t'es là, le Birkin, ça y est, le Birkin, je vais enfin avoir la chance de pouvoir dépenser des dizaines de milliers d'euros pour m'acheter mon sac Birkin. Et non, on va te montrer un sac d'un autre modèle que tu voulais pas du tout, mais il faut que tu montres que tu as de l'argent, que t'as pas froid aux yeux, et tu dis d'accord, tu vas acheter ce sac de merde dont tu te fous complètement. Ou alors, peut-être un jour, on va te proposer le sac Birkin. Alors, ça fait peut-être 5 ans, tu vois, que tu viens dépenser tes thunes à Hermès. C'est quoi le sac Birkin ? Ah, le sac Birkin. Alors déjà, c'est le sac qui a été créé à la base pour Jane Birkin. Ok. Voilà. Et qui était un peu son sac. Voilà. Et qui était un peu son sac de tous les jours, tu vois, un gros sac et tout ça, qu'elle est personnalisé en mettant des petits charms dessus, etc. Ce qui d'ailleurs est redevenu à la mode bien plus tard via TikTok, où maintenant tout le monde aime bien mettre des petits charms, des petits trucs accrochés à son sac. Et donc maintenant, les gens, c'est devenu très à la mode parce que Jane Birkin, c'est aussi une forme de glamour que tout le monde a envie d'accéder. Et Hermès dit très bien, mais par contre, vous l'avez pas comme ça. Il faut entretenir une relation de plusieurs années où tu y vas, tu dois t'asseoir dans un salon, il te montre ton truc. Voilà, non, mais c'est un truc de fou avec les gants, les machins et tout ça. Et donc, peut-être qu'au bout de plusieurs années, tu auras la chance d'avoir ton sac Birkin et peut-être même pas dans la couleur que tu voulais. D'ailleurs, peut-être que tu auras un sac orange alors que tu voulais un sac noir. Mais malheureusement, tu ne peux pas dire ah non, par contre je veux l'autre, parce que c'est impoli, tu fais pas ça. Et si tu dis ah moi je voulais pas ça donc je vais pas l'acheter, ah d'accord, vous n'avez peut-être pas les moyens monsieur, ah bon d'accord, c'est pas grave, tu vois, c'est un peu ce truc là.
Et en fait, comment je sais ça, moi ? Parce que je vois des gens faire ça sur TikTok, ce qui donne envie à d'autres gens qui n'ont pas les moyens de le faire, encore plus aux États-Unis où tu peux avoir... c'est une société où tout le monde vit à crédit, encore plus avec les trucs de paiement plusieurs fois aujourd'hui, tu vois, qui sont encore moins régulés que les trucs de crédit. Et du coup, ils vont se vivre avec de l'argent qu'ils n'ont pas et vouloir des choses... En fait, aujourd'hui, on veut des choses, on ne soupçonnait même pas l'existence avant. Ouais. Avant, tu savais même pas ce que c'était forcément qu'un sac. Ou alors, tu voyais Jane Birkin avec son sac, mais tu disais, non, mais bien sûr, elle fait partie d'une catégorie sociale, je peux même pas y aspirer. Maintenant, tu te dis, mais comment ça, elle se paye ça, lui, il est en jet privé, moi aussi, ça pourrait être ma vie. Tu te mets à rêver de choses qui n'étaient pas du tout accessibles à la base, quoi. Et d'ailleurs, ces séries qu'on regarde peuvent encourager à la consommation, notamment White Lotus, alors que pourtant c'est quand même un truc un peu dark, où il y a souvent des meurtres ou des choses un peu bizarres, des malversations entre riches, etc. Enfin, tu vois, c'est quand même toujours des vacances qui tournent mal. Et ben donc, comme je l'ai dit, ça s'est tourné dans l'hôtel Four Seasons, donc qui est une grande chaîne d'hôtels de luxe, 5 étoiles. Celui de Sicile, notamment, où se déroule la saison 2, était complet pendant 6 mois après la sortie de la 2e saison. Normalement, c'est un truc qui est inaccessible pour la plupart des gens. Mais en fait, les gens sont là. Non, en fait, j'ai envie de séjourner dans l'hôtel de White Lotus. Donc, en fait, on est là. Mais quelle leçon on a tiré de tout ça, en fait, finalement ? Quelle leçon on a tiré de tout ça ? On a tiré la leçon de j'ai envie d'aller dans le super hôtel qu'il y a montré à la télé, tu vois. Ça, c'est fou. Et d'ailleurs, regarder des séries donne envie de faire du shopping. Et les streamers l'ont bien compris. Parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, tu regardes ta série, tu as ton téléphone dans la main en même temps. Ouais. Tu vas scroller. Et donc, en 2024, Paramount a lancé une nouvelle expérience de shopping mobile. Donc, c'était à l'occasion du red carpet des CMT, qui est les Country Music Awards, quoi. Et donc, ils avaient fait un partenariat avec une entreprise qui s'appelle ShopSense AI, excellent, où les spectateurs pouvaient scroller et acheter les articles de ce qu'ils voyaient, enfin les articles qu'ils voyaient à l'écran, ou inspirés de ce qu'ils voyaient à l'écran. Donc ça pouvait être des articles de mode, de la décoration d'intérieur. Il y avait une section baptisée Western Gothic Country, sponsorisée par Walmart. Sur Peacock, les abonnés reçoivent des publicités pour des articles liés à ce qu'ils regardent, des ustensiles de cuisine par exemple qui sont utilisés dans une émission culinaire. Ils peuvent scanner un QR code affiché à l'écran. La page shopping en ligne de Love Island sur Peacock propose par exemple une bouée flamant rose à $75, une caméra étanche à $19. Donc tu vois, maintenant tu regardes et tu te dis en même temps, je peux consommer. Et d'ailleurs, moi je trouve que beaucoup de ces séries sont devenues des séries un peu vitrines. Et donc c'est le cas de Emily in Paris, qu'on n'a pas encore évoqué, mais Emily in Paris, c'est pour moi une série vitrine. C'est-à-dire que l'histoire importe peu. Ce qui est important, c'est ce que tu vois, les robes, les trucs, les machins. L'histoire n'est que prétexte à montrer ça. C'est le mec de Sex and the City aussi qui a fait ça. Exactement. Et justement, puisqu'on revient à Sex and the City, And Just Like That, donc la suite de Sex and the City, c'est vraiment une coquille vide. Ouais. C'est-à-dire que tu vois des histoires inintéressantes dans un cadre ultra luxueux. Donc là, Carrie, 20 ans plus tard, donc à l'époque, dans Sex and the City, elle avait son appartement qui était certes un peu normalement hors de prix pour elle, mais admettons, tu vois, ça restait un appartement à taille humaine, qui était plein de personnalités, qui était encore un peu dans son jus. Elle avait certes des vêtements de designer, on se demandait comment elle pouvait les payer, mais il y a un moment quand même dans la série où tu vois qu'elle a $40 000 de dette, à cause des vêtements qu'elle a achetés, surtout des chaussures qu'elle a achetées, donc il y avait encore une sorte de réalisme. Là, tu la retrouves au début de And Just Like That dans un immense appartement, mais sans âme, qui a, genre, tu sais, les grandes cuisines vides, minimalistes, etc., où t'es là, mais ça ressemble même pas à Carrie. Ça ressemble pas à la Carrie qu'on voyait 20 ans plus tôt. Après, elle déménage dans un immeuble, dans une maison, de l'Upper East Side, qu'elle ne meuble pas, pour une raison X ou Y, et elle est dans cette immense maison, mais vraiment des grandes surfaces, magnifiques. Et en fait, vraiment, c'est une coquille vide. C'est-à-dire que c'est au sens littéral du terme, une coquille vide. Et là, les problèmes de Carrie, c'est quoi ? C'est elle ne peut pas marcher avec ses talons dans sa maison parce que au sous-sol, en dessous de chez elle, habite un mec qui n'est pas content d'entendre qu'elle marche avec ses talons toute la journée. C'est vraiment une storyline. C'est devenu totalement inintéressant. À un moment donné, elle est confrontée à un problème qui est un problème très new-yorkais. Elle a des rats dans son jardin. Et bien, qu'est-ce qu'elle fait ? Pour y répondre, elle embauche une société pour refaire son jardin. Et en fait, elle a... Qu'est-ce qu'on est en train de regarder là en fait ? C'est quoi les enjeux narratifs ? Il n'y a plus rien, c'est devenu vide. Et d'ailleurs, dans And Just Like That, tu vois que les deux les plus riches, c'est Charlotte et Carrie, qui se sont toutes les deux mariées à des hommes très riches. Bah oui.
Voilà, Mr. Big pour Carrie et l'autre Charlotte, elle avait déjà des moyens à la base. Hein. Ouais. Mais en fait, Ouais. là, elle est toujours mariée au type avec qui elle était, j'oublie le nom, voilà. Mais en tout cas, et tu vois que celles qui galèrent, alors je mets vraiment plein de guillemets, hein, tout est de proportion gardée, mais ce sont celles qui, comme Miranda, qui ont eu un vrai travail. Exactement. Mais l'avocate, ouais. Exactement. Et la leçon de tout ça, c'est finalement, il faut se marier avec un homme riche, parce que celles qui ont les moins de problèmes d'argent, en plus, l'argent n'est jamais questionné, il est tenu pour acquis. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas un truc qui est encore White Lotus, Succession. La question de l'argent revient tout le temps parce qu'en fait, ça fait partie intrinsèque du truc et partie même de la critique des personnages. Là, dans And Just Like That, c'est juste, il y a de l'argent. Point. On se pose même pas la question de comment ils en sont arrivés là. Et ça renforce l'idée de toutes ces séries que le fait qu'on parle beaucoup des riches, que seuls les riches sont intéressants à montrer, que seuls les riches sont dignes de notre regard. Et plus on fait ça, et moins on est censé s'identifier aux personnages qu'on voit à l'écran. Parce qu'en fait, t'es là, là, une meuf comme Carrie Bradshaw, quel rapport j'ai avec elle dans And Just Like That ? Dans Sex and the City, je pouvais encore peut-être m'identifier à moitié, tu vois. Mais en tout cas, je pouvais encore comprendre un petit peu. Elle avait ses problèmes, etc. Là, c'est quoi son problème ? C'est qu'elle ne peut pas marcher avec ses talons dans le truc, dans la maison. Enfin, à un moment donné, Miranda s'installe chez elle et en fait, elle lui mange un yaourt. Et Carrie, là, t'as mangé mon yaourt, et t'es là, mais fin meuf, t'as tellement de thunes, mais ta gueule, quoi. Déteste, hein. Voilà, bon, alors ça, c'est sûr qu'elle était déjà pas très. Je la déteste. En même titre que Suzanne Meyer, elle est insupportable. Mais là, dans Just Like That, c'est pire que tout. C'est-à-dire que là, c'est vraiment comment ça, t'as mangé mon yaourt, alors que la meuf, elle est genre, elle fait partie du 1%, tu vois. Et t'es là, non, mais stop, pardon, en fait. Mais d'ailleurs, tout le truc, elle est trop chiante. Et elle ramène tout le temps à elle. Et elle a aucun problème qui pourrait expliquer ça, tu vois, des problèmes médicaux, des problèmes, tu vois, mentaux, quoi, etc. Elle est juste égocentrée en permanence à dire moi je crois que je dois vivre dans mon appartement toute seule. Enfin, elle fait chier tout le long. J'ai même pas d'exemple tellement non, elle mais m'énerve. Tout le long elle fait chier. Non, mais en fait elle fait chier tout le monde. Justement, quand à un moment donné elle a claqué toutes ses thunes parce qu'elle a claqué toutes ses thunes en chaussures et elle a $40,000 de dette, elle est là, mais comment j'en suis arrivée là? Et qu'en fait, je crois que c'est Miranda qui lui explique par A plus B, en fait, t'as acheté des chaussures à 40 000, donc en fait, voilà. Ouais. Et en fait, là, dans ce cas, elle demande à tout le monde de lui prêter de l'argent. Enfin, elle va voir Charlotte, elle lui demande de lui prêter de l'argent, et Charlotte, elle est là au début, non, c'est toi qui as créé ton problème. Et comment ça, tu me prêtes pas de l'argent? Tu me prêtes pas de l'argent? Dans And Just Like That, elle est pleine de thunes. Oui, elle a plus de problème. En fait, l'argent n'est plus une question, n'est même pas abordée. En fait, le sujet n'est même pas abordé dans And Just Like That. Oui, ils sont juste pétés d'oseille. Ils sont juste pétés d'oseille. En fait, c'est là où elle aurait dû atterrir. Exactement. Avec le système qu'on a. Voilà. Et ce que chacun devrait devenir à un moment donné. Voilà. Et si tu l'es pas, c'est que t'as raté ta vie. Et donc voilà, le problème, c'est que comme on peut plus s'identifier à eux, et parfois, comme dans White Lotus et Succession, justement, on va insister sur le fait qu'ils sont aucun rapport avec nous parce qu'ils sont très riches. Les riches deviennent les anti-héros, quoi. Et alors là, j'ai eu un message aussi d'un auditeur, Greg, qui m'a dit « J'ai vu tout Succession, mais je n'en ai pas retenu grand-chose. À mon avis, parce que c'était pour moi impossible de m'attacher à un personnage, contrairement à Industry, et c'est tout autant des ordures, mais on voit comment ils en sont arrivés là. Disons que si je vois pas comment il en est arrivé là, je peine à avoir de l'empathie. Ouais. Après, c'est peut-être que Succession, c'est des personnages qui sont nés ultra riches. C'est sûrement lié au parcours de chacun. Moi, j'ai grandi dans des milieux de prolos et aujourd'hui, je suis très politisée. Ça joue forcément. C'est rare, mais j'ai pas compris pourquoi j'avais pas aimé. C'est ce que tu m'as dit avant qu'on commence. Non, tu m'as dit au début. Ouais. T'as pas aimé Succession. C'est pas que j'ai pas aimé, c'est juste que j'avais aucune attache. C'est peut-être ça. J'arrivais pas à m'accrocher à quelque chose. Et donc, en fait, moi, en plus, je suis un forceur. Je suis en mode, tout le monde me dit que c'est bien. Et t'as pas réussi. J'y vais. Et ça fait partie des rares séries où vraiment, je n'y arrive pas. Alors que White Lotus, par contre, t'as pu. Parce qu'en fait, il y a une diversité, c'est choral. On voit un peu plus les employés. Il y a des personnages différents, dont t'as le temps de rentrer dans chacun. C'est vrai. Et puis surtout, il y a des rôles différents. Il y a quand même du sensationnel aussi. Il y a même ça. Alors que là, tu vois, pour moi, moi, le fait qu'il soit riche, c'est pas sensationnel parce que c'est devenu limite c'est un lieu commun pour moi, donc je m'en fiche, tu vois, qu'ils soient tous, c'est des bureaux d'avocats. Non, dans Succession, c'est les enfants d'un magnat un empire médiatique. Et le problème de tout ça, c'est que de ces séries, alors c'est à prendre avec des pincettes, mais il y a quand même une étude de la London School of Economics en 2018 qui a montré que une exposition accrue à des séries qui glamourisent régulièrement la célébrité, le luxe et l'accumulation de richesses, notamment dans la télé-réalité,
rend les gens moins sensibles aux causes sociales et plus enclins à soutenir des coupes dans les aides sociales. C'est hyper intéressant. Hyper intéressant. C'est Alors, trop marrant. pourquoi je dis à prendre avec des pincettes? Parce que donc ils ont fait une étude sur 487 adultes britanniques. 487, c'est pas, c'est très peu, mais bon, c'est quand même intéressant. Bah, statistiquement, c'est pas très. C'est pas très représentatif, mais ça reste en tout cas au moins une donnée, une métrique, âgés de 18 à 49 ans, pour voir comment ils sont influencés justement par les représentations de richesse extrême. Ils leur ont demandé de partager leurs opinions sur la richesse, la réussite, les aides sociales et les personnes pauvres, ainsi que leur soutien à des politiques publiques comme des réductions d'impôts, des mesures d'austérité et des réformes de l'aide sociale. Et ils leur ont aussi demandé à quelle fréquence ils regardaient des émissions comme The Apprentice, donc Donald Trump, X Factor, Keeping Up with the Kardashians et Made in Chelsea, donc des téléréalités sur des très riches. Et il leur a demandé aussi s'ils lisaient des tabloïds et magazines People sponsorisés, ou enfin en tout cas avec de la pub pour des marques de luxe. Et les résultats montrent que les spectateurs réguliers de ces émissions sont plus susceptibles d'avoir des attitudes plus fortement matérialistes et anti-aide sociale que les spectateurs occasionnels. Une seule minute d'exposition à des médias, ce qu'ils appellent des médias matérialistes, suggère déjà une hausse des sentiments anti-aide sociale. Donc ça encouragerait le conservatisme. Fou. Mais en même temps, ça m'étonne pas. Et en même temps, ça va avec cette idée de millionnaire empêché, parce qu'en fait, il y a aussi beaucoup de gens, on dit que beaucoup de gens vont soutenir des politiques austères en se disant non mais moi, enfin en tout cas moins d'impôts, parce que moi si un jour je deviens riche, j'ai pas envie d'être surtaxé, tu vois. Parce que le système va un jour te récompenser, et donc ce serait dommage de l'avoir changé quand tu accèdes enfin à ton million. Non mais c'est vrai, c'est vrai. En fait tu te dis aussi c'est possible, c'est logique, c'est atteignable, ça existe et ça a l'air d'être normal et tout. Et dès que tu regardes des films d'auteur, là tu perds totalement ça. C'est que des pauvres. Exactement. Ken Loach, etc. Là, alors c'est voilà. les frères Dardenne. Mais alors justement, parce qu'on va en parler, donc le journaliste Rob Grams, dont j'ai déjà parlé plusieurs fois, dans cet épisode, qui a conceptualisé donc le bourgeois gaze, le regard bourgeois. Donc il a publié un bouquin qui à la base, il avait d'abord publié un article et ensuite ce livre. Il dit « J'entends par bourgeois gaze la façon dont, dans de larges pans du cinéma, le monde est perçu à travers les lunettes déformantes de la bourgeoisie. » D'ailleurs, lui, il ne parle pas forcément des ultra-riches. Là. Il parle des riches tout court. Il montre que la plupart des films, il parle beaucoup du cinéma français en particulier, se déroulent avec des gens qui ont des emplois plutôt aisés, plutôt CSP+, dans des très beaux quartiers de Paris, etc. Il dit « Un film bourgeois gaze n'est pas mauvais, le problème n'est pas là, mais l'omniprésence d'un regard bourgeois qui se pense universel nous prive d'autres versions du monde, de la richesse du réel vécue par les autres catégories sociales. Si je porte un jugement esthétique, ce n'est pas seulement pour critiquer ce que l'on voit, mais pour alerter sur ce que l'on ne voit pas. » Donc on ne voit plus les pauvres, tu vois ce que je veux dire ? On voit même plus les gens normaux, en fait, d'ailleurs, même sans parler des pauvres. Il dit que dans le cinéma français, les personnages bourgeois sont surreprésentés au détriment des personnages issus de catégories populaires, des ouvriers et des employés. Les CSP+, représentent 74% des personnages dont l'activité professionnelle est connue dans le cinéma français. Attends, répète ça. 74% des personnages dans le cinéma français dont l'activité professionnelle est connue sont CSP+. Mais pardon. Ce qui ne représente pas du tout la société, en fait. Je travaillerai pas aussi sur Canal+ et sur Bolloré TV, mais c'est foutu pour toi. En fait, enfin moi c'est un truc un peu indirect, mais je me dis souvent, tu vois, que le cinéma français il est largement financé par des trucs comme Canal+ et tout, et que les films ils vont finir sur leur plateforme, et que les plateformes, enfin les abonnements Canal ils coûtent cher, etc. Et moi tous ces films, j'adore le cinéma français. Genre je connais, franchement pour le coup le cinéma français je connais bien. Enfin, et c'est vrai que c'est effrayant de voir que jamais ça parle de gens qui habitent, je sais pas, moi je viens de Toulon à la gare, tu vois, c'est exactement normal, enfin. Eh ben, c'est exactement ça, on va en parler justement, mais notamment la plupart de l'action des films se déroule à Paris en fait. À Paris, dans un appartement haussmannien. Toujours à Paris, dans un appartement haussmannien, toujours dans les beaux arrondissements, exactement. Et d'ailleurs, il dit que même quand on ne connaît pas l'activité professionnelle du personnage, ce mystère pose question. Il écrit « On peut considérer que ne pas situer socialement ces personnages, ne pas prendre en compte la question du travail pourtant indispensable à la survie de la plupart des gens, participe parfois aussi d'un regard bourgeois. » Et c'est vrai. Et il parle, Rob Grams, de l'origine sociale des réalisateurs de films. En 2006, une étude de l'Observatoire de la vie étudiante montrait que les étudiants
des établissements artistiques et culturels provenaient pour près de 50% des classes supérieures. Et c'est plus que dans tous les autres domaines d'études, où pourtant déjà les enfants des classes CSP+, sont déjà surreprésentés dans toutes les études, mais encore plus dans les établissements culturels. Et Rob Grams, l'auteur du livre, réalise lui-même une petite étude sur l'origine sociale des réalisateurs en France. Il prend les principaux films français sortis chaque année entre 1990 et juin 2025. Il liste donc 289 réalisateurs et il regarde leur origine sociale. 70% de ces réalisateurs viennent de classes supérieures, voire de la grande bourgeoisie. Plus d'un tiers d'entre eux ont des parents issus du milieu artistique. Environ un quart de ces réalisateurs ont des parents qui viennent du cinéma. Julie Delpy, fille d'Albert Delpy, Alexandre Astier, fils de Lionel Astier, et Joël Sevilla, Reda Kateb, fils de Malek Eddin Kateb. Il y a aussi beaucoup de réalisateurs, enfants de réalisateurs, Mathieu Kassovitz, Louis Garrel. On trouve aussi des réalisateurs enfants de grands patrons et de cadres supérieurs, Tristan Seguela, Sandrine Dumas. Sandrine Dumas est notamment fille du PDG du groupe Hermès, pour refaire une boucle par rapport à Hermès. Sont aussi surreprésentés, donc via comme c'est beaucoup de gens qui viennent de Paris et de milieux aisés, ces films et séries qui sont produits par des bourgeois encouragent souvent le statu quo politique. Alors là, il parle même de, par exemple, Romain Gavras, qui a fait Athéna pour Netflix, pour parler de la violence dans les banlieues. Donc là, c'est le moment où, en fait, ils vont s'essayer un cinéma plus social, les bourgeois. Mais là, c'est la violence des banlieues est esthétisée dans un spectacle masculiniste. Rob Grams écrit « Athéna n'est pas un film qui dénonce les violences policières ou l'extrême droite, qui montre la situation sociale explosive des banlieues, la pauvreté, la frustration sociale. C'est un film qui nous dit que finalement, les derniers vrais hommes sont les policiers, les fascistes et les racisés de banlieue. » Il critique aussi Bac Nord, d'ailleurs, pour les mêmes raisons. Les jeunes de quartier, comme les flics, sont malheureux, victimes du système. Donc là, c'est marrant, mais c'est le moment où vraiment, en fait, on se dit « Ok, les riches veulent nous montrer que des riches, mais en même temps, quand les riches veulent nous montrer des pauvres, ils le font mal. » Et quand on regarde du cinéma social, souvent, ça va être les mêmes acteurs, souvent un peu riches, un peu aisés, qui vont les incarner. Vincent Lindon, qui est spécialisé là-dedans. Notamment dans La loi du marché, on voit Vincent Lindon qui a été viré de son usine, qui ne peut pas joindre les deux bouts, etc. La crise. Voilà, la crise. Et d'ailleurs, dedans, il a une petite moustache. Et en fait, il cite Rob Grams, Jean-Philippe Tassé, un critique des Cahiers du cinéma, qui dit « En se cachant ainsi parmi le peuple, faussement incognito, on ne voit que lui. » Donc Vincent Lindon. Et cette présence tient le spectateur par la main. On ne voit que lui dès la scène à Pôle emploi. L'usage du postiche, la moustache de Prolo, désigne la facticité de la situation. Là, tu vois Vincent Lindon qui s'est collé une moustache et ça y est, il incarne un pauvre. Et en plus, quand tu as une différence de statut social entre l'acteur et le personnage, ça devient absurde. Tu vois Vincent Lindon qui est bourgeois, riche, jouer un pauvre. C'est pareil pour Nomadland aussi, que moi j'ai beaucoup aimé, mais pareil, qui montre une actrice extrêmement connue, qui est extrêmement aisée aujourd'hui, Frances McDormand. Première scène, on la voit en train de faire pipi sur le bord de la route. Elle joue une meuf très pauvre qui vit dans sa voiture. Et ça pose question quand les pauvres sont incarnés par des stars de cinéma, quoi. En même temps, on pourrait dire que tout ce statu quo qu'on voit, notamment que ce soit le cinéma social ou que ce soit les films sur les ultra-riches, jamais on remet en question profondément l'ordre établi. Jamais tu vois les pauvres, en tout cas très rarement, se rebeller contre les riches. Si on monte des pauvres, ça va être le drame social. Un drame, c'est une tragédie. C'est sur le mode de la tragédie. C'est ce que dit Rob Grams dans son livre. Quand tu montes des riches comme White Lotus ou Succession, à aucun moment tu vas voir un renversement de l'ordre établi. Tu vas juste te moquer, critiquer, mais en même temps, ça ne change rien. Et surtout, quand ça arrive, j'ai l'impression que c'est ultra violent. Et quand ça arrive, c'est ultra violent. Mais tu as des exemples? Genre, exactement, voilà. C'est un peu le truc des bonnes de Jean Genet aussi, tu sais, l'histoire des servantes qui ont... Tout ça est à vérifier. Okay. Mais qu'il y a une histoire, ce qui se passe en Russie, où une bonne, justement, a tué sa maîtresse ou son maître, et ça a fait un scandale. Et il y a des gens qui se sont réappropriés politiquement en disant que c'était... Peut-être que c'était en France, je sais plus, mais en tout cas que c'était politique tout ça, et que c'était en rapport avec la lutte des classes. Et ça a été repris dans les bonnes de Jean Genet. Et ça, c'est un truc qui, je sais pas... intéressant. Bah, c'est ultra intéressant. Mais en fait, j'ai un peu oublié, je l'ai lu il y a longtemps, mais en tout cas, il me semblait que c'était cette violence-là. En tout cas, d'accord.
violence de... Non, mais voilà, de temps en temps, ça peut être tuer les exploré. riches, quoi, ouais. Voilà, de tuer les riches. On parlait tout à l'heure de Eat the Rich, mais en fait, c'est ça. Mais ça reste très rare. Et souvent, on sûr. va nous montrer l'ordre établi. Et donc, je trouve que justement, il y a une super conclusion. C'est aussi un message d'une auditrice qui me dit « The White Lotus est une série réussie qui se moque des ultra-riches, mais ils gagnent quand même à la fin. Succession, une souffrance à regarder, tous ces mauvais sentiments, ces trahisons, avec l'espoir d'une rédemption à la fin, mais en fait non. J'ai regardé ces 2 séries, mais je n'en regarderai pas d'autres, je pense, car finalement la morale de ces séries est qu'ils sont malheureux, comme nous aussi, mais avec le souci de l'argent en moins. Bref, des séries qui s'attaquent à un sujet d'actualité, et les ultra-riches et les inégalités sociales, mais finalement, la fin et la morale auraient dû être plus développées. On a l'impression qu'ils s'en sortent toujours, et en même temps, c'est ce qui se passe dans la vraie vie. Et en fait, c'est vrai que voilà, c'est des films et des séries qui vont renforcer le statu quo politique, social, mais en même temps, ça reflète finalement ce qui se passe En dans fait, la c'est vraie vie. paradoxal parce qu'ils retranscrivent la réalité et en même temps, la fiction a un effet sur la réalité et conforte cette réalité-là. Exactement. Et ouais, c'est grave badant. Écoute. Oh merde, c'était pas le but. Non, pas du tout, pas du tout. Mais non, mais je trouve ça intéressant et je pense qu'on va parler de Parasite notamment. Il y a une opportunité de faire des films intéressants et qui ne tombent pas dans l'écueil du pathos pour dire oh les pauvres, très pauvres, et en même temps qui ne vient pas encenser, glamouriser l'extrême richesse. Voilà. Je pense que les gens ont de plus en plus, j'espère en tout cas, de plus en plus une conscience de classe. Et vont peut-être de plus en plus s'exprimer, vouloir renverser l'ordre établi, mais en même temps, voilà, force est de constater qu'on aime regarder, le fait est qu'on aime regarder des riches à l'écran puisque ça fonctionne, mais il nous faut d'autres histoires, il nous faut montrer des personnages complexes qui ont moins de moyens, mais des personnages quand même complexes et intéressants et aussi développés que ces ultra riches qu'on regarde. Merci Amziane. Merci à toi. Merci à toi. Beaucoup. Tu vas reprendre ton jet là, il me semble, c'est ça ? Exactement, je vais prendre mon jet. Je vais rejoindre Diane Martez. On va boire un café. Oui. Évidemment. J'espère que vous n'aurez pas trop chaud. Non, pas du tout. On va regarder Canal+. Non, on n'aura pas chaud. Non. On a une climatisation plus fonctionnelle. Quoi. Donc on peut aller te voir avec la troupe du Random un petit peu donc dans le sud de la France. Exactement, pendant cet été. Voilà. À mon spectacle Somme et Spleen à la Nouvelle Scène à la rentrée. Génial. C'est quand même ça. À 21h les mercredis, ouais. Et puis voilà, là, il y a bientôt, il sera en ligne, l'épisode du Jamel où je suis passé, j'ai fait un passage de stand-up, et puis voilà. Trop bien. Voilà. On va voir tout ça. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Mettez des étoiles sur Apple Podcast, sur Spotify, des commentaires sur YouTube. Abonnez-vous sur toutes les plateformes possibles et imaginables. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bonne journée.